Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion fondamentale de compliance. La compliance mesure la distensibilité du système. On va le voir, plus un système est facilement distensible, plus la compliance est élevée. Alors on l'a dit, la compliance est l'inverse de l'élastance. C'est-à-dire que plus un système est facilement distensible, moins il est élastant. Sur le plan physique, la compliance est égale à une variation de volume divisée par une variation de pression. Ainsi, une compliance élevée signifie qu'une faible variation de pression va générer une grande variation de volume. Une autre manière de dire les choses est la suivante. Si on veut insuffler dans un système un volume prédéterminé, lorsque la compliance est élevée, alors il faut appliquer une faible pression supplémentaire pour insuffler le volume souhaité. A l'inverse, si la compliance est faible, si le système est très peu distensible, alors il va falloir rajouter à l'intérieur du système une pression très importante pour le distendre du même volume souhaité. Vous voyez que la compliance peut se représenter graphiquement par la courbe du volume en fonction de la pression. La compliance étant alors la pente de la courbe. Intéressons-nous maintenant à l'aspect de la courbe pression-volume du système thoraco-pulmonaire normal. Vous pouvez observer qu'à partir de la CRF, de la capacité résiduelle fonctionnelle, initialement, la compliance est stable, c'est-à-dire qu'un même delta de volume va générer un même delta de pression. Il s'agit de la condition mécanique normale autour du volume courant en situation normale. Mais vous pouvez aussi observer que cette courbe n'est pas une droite à l'infini. En effet, nous ne sommes pas distensibles à l'infini. Et lorsqu'un certain volume est dans le système, la compliance commence à diminuer, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre bien plus de pression pour distendre encore un peu plus le système. Voilà, vous savez l'essentiel sur la compliance, mais pour les plus courageux, je vous propose d'explorer un peu plus en détail cette notion en considérant à la fois le poumon et la paroi thoracique. À la pression barométrique, donc à 0 cm d'eau de pression, le volume présent dans le système respiratoire correspond à la capacité résiduelle fonctionnelle, c'est-à-dire au volume présent au décours d'une expiration passive normale. Ce volume, cette CRF, correspond donc à un état d'équilibre du système thoraco-pulmonaire. En effet, à la CRF, il existe un équilibre entre les forces d'expansion de la paroi thoracique et les forces de rétraction du poumon. En effet, à 0 cm d'eau de pression, si on déconnectait le poumon de la paroi thoracique, la paroi aurait spontanément tendance à se distendre et le poumon à se rétracter. C'est d'ailleurs ce que l'on observe en pratique clinique en cas de pneumothorax complet. Vous voyez ici un exemple de pneumothorax complet gauche. Le poumon gauche s'est spontanément rétracté vers le médiastin et la paroi thoracique gauche s'est distendue. Alors, si l'on trace la courbe pression-volume de la paroi thoracique, vous pouvez observer que naturellement, le thorax ne peut pas se collaber, même à de très basses pressions, et que la compliance de la paroi est donc très basse lorsque l'on s'éloigne en dessous de la CRF. En revanche, au-dessus de la CRF, elle est très élevée. Si on trace maintenant la courbe pression-volume du poumon, on observe qu'à la pression barométrique, à 0 cm d'eau, il n'y a pas de volume. C'est-à-dire que le poumon est complètement collabé. On observe d'autre part que la compliance diminue à haut volume. Et si maintenant on connecte ces deux composants et que l'on trace la courbe pression-volume du système thoraco-pulmonaire, on obtient une courbe sigmoïde. Examinons celle-ci. Au-dessus de la CRF, on observe une compliance initialement stable, puis qui diminue franchement à haut volume. Ainsi, il y a un volume limite au-delà duquel on ne peut plus inspirer. Il s'agit de la capacité pulmonaire totale. Le volume résiduel, qui persiste au décours d'une expiration forcée, est lui essentiellement lié à la compliance de la paroi, extrêmement basse plus on s'éloigne en dessous de la CRF. Puisque bien sûr, on ne peut pas collaber notre paroi thoracique. On représente ici la capacité vitale, c'est-à-dire l'ensemble des volumes mobilisables.
vous pouvez observer que la compliance thoraco-pulmonaire est variable tout au long de cette capacité vitale. Mais elle est constante, c'est-à-dire que la courbe pression-volume est rectiligne dans la zone du volume courant. Nous avons donc vu la courbe pression-volume de la paroi thoracique, du poumon et de l'ensemble du système thoraco-pulmonaire. Ainsi, nous avons pu observer l'évolution de la compliance de la paroi, du poumon, du système thoraco-pulmonaire à différents volumes. Vous avez pu noter graphiquement que la compliance du système thoraco-pulmonaire ne semblait pas égale à l'addition de la compliance du poumon et de celle de la paroi. En effet, physiquement, les compliances ne s'additionnent pas. Ce sont les élastances qui s'additionnent, c'est-à-dire l'inverse des compliances. Ainsi, il est important de savoir que c'est l'élastance du système thoraco-pulmonaire qui est égale à l'élastance du poumon plus l'élastance de la paroi. Ou alors, 1 divisé par compliance thoraco-pulmonaire est égal à 1 divisé par compliance pulmonaire plus 1 divisé par compliance de la paroi. Alors pour vous donner des ordres de grandeur, la compliance thoraco-pulmonaire normale est supérieure à 100 ml par centimètre d'eau. Cependant, sous ventilation mécanique invasive, chez un sujet sans atteinte respiratoire, la compliance est plutôt autour de 60 ml par centimètre d'eau. Un patient qui a un syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère a lui généralement une compliance inférieure à 40 ml par centimètre d'eau. Nous allons voir pourquoi dans une vidéo suivante.